Salut tout le monde. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas laissé de vidéo parce que j'étais en Vipassana. Alors, je voudrais faire cette vidéo pour parler justement de cette Vipassana que je viens de faire, pour vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, c'est la 5e fois que je le fais. Alors, en fait, la Vipassana, c'est une technique de méditation. Moi, jusqu'à cette année, j'ai cru en fait que la Vipassana, c'était ce truc-là que je fais du coup depuis 5 années, une fois par an. Donc, c'est en fait méditer pendant 10 jours, 10 heures par jour. Donc, normalement, vous allez dans un centre. Il y en a dans le monde entier. Vous choisissez le centre que vous voulez, c'est gratuit et ça marche sur donation, c'est-à-dire que à la fin de votre séjour, parce que c'est pas vraiment des vacances, hein, c'est plutôt fatigant et c'est même douloureux, fatigant parce qu'on est assis toute la journée, parce qu'on a mal au corps. On a mal au mental, on a mal à tout en fait, parce qu'on remue l'inconscient, le subconscient. C'est un brassage d'émotions, de souvenirs qui reviennent, de trucs qu'on avait oubliés. C'est comme ça que je me suis remémorée d'un souvenir avec mon frère, d'un épisode incestueux de lui envers moi, mais je n'ai pas trop de souvenirs plus envers ça. De toute façon, mon frère, je l'ai pardonné. Nous étions petits et il était déréglé, lui, dans sa tête pour faire ce qu'il a fait. Je ne sais même pas vraiment ce qu'il a fait, mais il a fait quelque chose qui n'est pas vraiment normal dans le comportement d'un petit garçon de son âge envers sa petite sœur de 4 ans de moins. Donc ça peut être des choses comme ça qui reviennent lors de la Vipassana. Donc c'est sûr que ça donne pas forcément envie de le faire, mais après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est-à-dire que si vous avez envie de vivre toute votre vie, finalement, on n'est pas obligé de rechercher son passé, ses mémoires enfouies. On fait ce qu'on veut de sa vie en fait. Mais je pense sincèrement pour ma part et pour l'expérimenter, que je ne crois pas qu'on puisse, enfin moi pour ma part, je ne sais pas pour les autres, là je suis en train d'investiguer si les gens sont vraiment heureux comme ils le font prétendre. D'apparence tout le monde a l'air super heureux hein, quand même, hein. Enfin je veux dire, les gens rient, j'en vois bien sûr que oui, c'est sûr que ça vrille un peu la tête, mais c'est pas parce que ça vrille qu'ils sont forcément malheureux, c'est ça que je veux dire. Ils ont pas l'air, les gens dépressifs, donc je pense que quand on est vraiment dépressif, bipolaire et ces trucs-là, on a vraiment des dérèglements au niveau cérébral, ça c'est clair. De toute façon, ils disent que le lithium là qu'on peut prendre quand on est bipolaire, ça régule en fait. C'est Christian, je sais plus quoi, qui parlait de ça dans une de ses interviews. C'est ma mère qui m'a passé comment on dit, le lien de regarder ça. J'ai regardé et en effet, elle me disait, tu vas voir le lithium, c'est bien pour toi et tout. Ma mère, elle veut que je prenne du lithium. C'est pas qu'elle veut que je prenne du lithium, mais bon, pour elle fait confiance à ces gens qui disent que le lithium c'est bien pour les bipolaires. Et ce monsieur-là, qui est un écrivain, je mettrai le lien si je me souviens de le mettre dans la description. Et donc il parle que lui, il était bipolaire aussi, et du coup il prend du lithium. Et ça lui a complètement éradiqué apparemment les phases dépressives suicidaires. Et ça lui a sauvé la vie en fait. Sauf que moi quand je le regarde, j'ai pas l'impression qu'il est heureux en fait. Donc je pense juste que le lithium lui permet de survivre. C'est toujours le même truc en fait. C'est comment on la vit cette vie. On la vit sous lithium en mode zombie. Je sens plus mes émotions et je régule. Alors apparemment lui il dit que la bipolarité ça viendrait du fait qu'on est un... Et c'est vrai, il y a un dérèglement au niveau du cerveau, ça c'est sûr, parce que déjà, maintenant que je vous le dis comme ça, ce dérèglement du cerveau là, il vient du fait qu'on l'avait déjà avant et du coup on devient bipolaire, ou est-ce que le fait qu'on soit dépressif tout le temps parce qu'on est hypersensible par exemple, nous fait libérer ces substances qui sont liées à la tristesse, à la douleur. Donc je ne sais pas quelle substance qui s'appelle, c'est pas la dopamine, parce que la dopamine c'est pour le bonheur, c'est pas l'oxycyline, qui est celle du sommeil. Il faudrait que je regarde la douleur, c'est peut-être c'est pas l'adrénaline non plus, enfin c'est une de ces substances là que le cerveau libère.
Et donc du coup, forcément, à force d'être dépressif, du coup, on a un dérèglement au niveau des hormones, parce que bien sûr, si le cerveau il est toujours en train de libérer la substance liée à la souffrance, à la dépression, du coup, forcément, après, on n'a plus nos hormones qui sont régulées au niveau de la dopamine, justement, de bonheur. On a un dérèglement. Donc en fait, ça c'est à revoir, hein, parce qu'ils nous disent plein de trucs là, les scientifiques, enfin pas les scientifiques, mais les spécialistes, parce que les scientifiques, non, ils disent pas ça justement. Les scientifiques du cerveau, les neurosciences, justement, ils n'ont pas cette vision de la chose en fait. Hein. Les neurosciences, eux, ils étudient pas le cerveau de la même manière. Ils étudient plutôt les conséquences d'avoir... Enfin, ils étudient tout en fait, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ils ont cette manière de penser. Si vous êtes négatif dans votre manière de percevoir les choses et de ressentir les choses, vous libérez des substances, et ces substances liées à la souffrance ont un impact dans votre vie quotidienne en fait. C'est comme ça qu'ils voient un peu la chose. C'est pas comme les autres qui disent on a un dérèglement et donc du coup c'est pour ça qu'on est bipolaire. Non, moi je crois plus au truc de la neuroscience, que en fait je pense que ça part du fait d'être hypersensible, et que du coup du fait d'être hypersensible on a des terrains plus faciles à ramoner comme ça la tête et à trop penser en fait, parce que si on est hypersensible, je pense que on est je dirais pas hyper intelligent, mais hyper intelligent émotionnel en fait. On a l'intelligence émotionnelle, celle du cœur. Bon, après, il faudrait étudier les humains plus que ça. Et surtout, il faudrait qu'il y ait plus d'humains qui qui se montrent sans filtre. Parce que c'est ça le problème, c'est que là, ils sont en train de faire des études sur ceux qui se montrent. Déjà, il faut savoir se connaître pour pouvoir se montrer. Et sans filtre, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin sans filtre, je veux dire qui on est vraiment, le pire. Alors c'est ça que du coup là je me suis fait donc cette vipassana, c'est ça que je voulais. J'ai attendu 2 jours, j'ai fini vendredi, donc j'ai fait 11 jours à 9 heures par jour, et dans ces 9 heures il y avait 1 heure de yoga, parce que quand vous allez en centre, moi je le fais toute seule chez moi ou dans la nature, ça dépend, je trouve un endroit. Je ne suis jamais allée dans un centre, parce que déjà je n'aime pas les trucs de groupe, mais ça j'ai déjà parlé dans des vidéos, dans une vidéo je crois de la Vipassana, mais c'est pas grave, je répète. Je n'aime pas les trucs de groupe, et puis je ne peux pas me lever à 4 heures du matin, je me couche, c'est l'heure à laquelle je me couche. Donc là quand je fais la Vipassana comme ça, forcément je me couche pas à 4 heures du matin. En moyenne, je me couche quand même à 1 heure, 2 heures, et je me lève à 8 heures. Donc je dors moins de 6 heures, parce que des fois je m'endors vers quand même 2-3 heures, et je me réveille à 8 heures et je médite. Donc je fais 4 heures intensifs le matin, de 8 heures à 13 heures, parce qu'en fait c'est pas possible de faire 8 heures, midi, 4 heures. Il y a forcément une petite pause de 5 minutes entre chaque heure, et à la fin vous arrivez, il est 13 heures, vous avez fait 4 heures, vous mangez, enfin moi c'est comme ça que je fais, je mange pendant 1 heure, 1 heure et demie, et je reprends, et j'essaie de reprendre à 14 heures. Donc 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend comment je fais, 14 heures, 14h30. Et je médite encore 2 heures. Donc j'ai déjà fait 6 heures quand il est à peu près 16h30. Là, alors pardon, à 13 heures, je prenais le petit déjeuner, et à 16h30, je mangeais. Et donc, j'ai déjà fait 6 heures, et quand il est 17h30, 18h, là, je refais 1 heure, donc je suis à 7 heures. Après ça, je fais le yoga, je suis à 8 heures, parce que dans la Vipassana avec le Goenka, il dit qu'on peut intégrer 1 heure de yoga, enfin le temps qu'on veut, mais le truc c'est qu'eux, ils le font pas dans les centres, parce qu'il n'y a pas comment on va dire, je n'ai pas les mots, c'est pas organisé pour ça, il y a trop de gens, il n'y a pas de salle, et comme là-bas dans les centres vous pouvez pas vous regarder dans les yeux, vous pouvez pas parler, c'est dans le silence et tout ça, il y a beaucoup de règles. Moi je suis toute seule, donc j'ai pas à être confrontée à pas regarder les gens, pas être dans le silence, tout ça, je suis toute seule, je fais toute seule tout, donc du coup je peux faire le yoga en fait, et donc du coup, et puis c'est facile, c'est plus facile de faire 1 heure de yoga que 1 heure de, c'est pas que c'est plus facile, mais quand vous avez déjà fait 7 heures de méditation, franchement vous êtes content de faire 1 heure de yoga. Donc du coup voilà, et donc je fais l'heure de yoga, et il me reste 1 heure à faire, et je suis à 9 heures, et j'ai fini en gros à 21 heures, 22 heures, j'ai fait mes 9 heures dans la journée, y compris l'heure de yoga.
Voilà, donc on s'imagine bien sûr, hein, c'est ce que je vous ai dit déjà, la Vipassana. Donc en fait la Vipassana c'est ce truc là de faire 10 jours, 10 heures, moi je fais 11 jours, 9 heures, je préfère. Parce que sinon j'ai pas le temps de cuisiner, parce que quand vous allez dans le centre, ils vous donnent à manger, vous faites rien, mais moi je suis toute seule, faut bien que je me fasse à manger, quand j'ai plus rien à manger au bout de 5-6 jours, et qu'il me reste encore 5 jours à faire, il faut bien que j'aille faire des courses, donc du coup, il y a un moment, il faut forcément que je sorte, et je peux pas être à faire 10 heures, c'est pas possible. Donc je fais 9 heures, et un jour de plus, qui revient au niveau du nombre d'heures et de la dureté, la difficulté du truc. C'est même peut-être plus dur de faire 11 jours. Enfin, de toute façon, il y en a qui font 20 jours, il y en a qui font 30 jours, il y en a qui font 60 jours. Donc, en fait, 11 jours, c'est rien. Hein. Mais c'est quand même pas mal parce qu'il faut les faire. Et surtout que je suis toute seule pour le faire. Je ne suis pas en centre. Donc, du coup, c'est très facile à n'importe quel moment de dire au bout de 1 jour ou 2 jours, non, mais c'est quoi cette torture ? Parce que sincèrement, c'est quand même... Alors, j'avais fait une vidéo sur le masochisme. Je suis en train de me demander si les gens qui sont... Parce que les gens qui sont en souffrance sont souvent des gens qui se font du mal. Donc, du coup, ils sont souvent masochistes. Parce que ils ont cette addiction de par leur substance dans le cerveau. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Tout ça, c'est les neurosciences, que le cerveau libère les trucs, là, les substances liées à la douleur. Donc, si vous êtes toujours en souffrance parce que vous êtes dépressif, donc du coup, vous devenez accro à cette substance et du coup vous devenez masochiste. Et c'est ce que je disais dans une des vidéos, on n'est pas masochiste par plaisir, c'est juste parce qu'on est dépendant de cette substance-là, donc on a besoin de toujours recréer la douleur en nous en fait. Donc je me demande vraiment si tous ces gens qui souffront comme moi j'ai pu souffrir aussi, nous aurions en fait beaucoup plus de facilité à finalement devenir des êtres illuminés et transformer cette obscurité en lumière grâce à ce masochisme dont nous avons été victimes. Parce qu'il y en a qui peuvent dire ouais moi je suis maso et genre le prendre en mode comme s'ils le contrôlaient, mais sincèrement ils ne le contrôlent pas, ils sont juste dépendants de cette substance et eux ils croient peut-être qu'ils font ça par plaisir, mais pas du tout, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté de trucs de la neuroscience. Et c'est une erreur en fait. Moi c'est pareil, je croyais que je faisais du mal par plaisir, des fois les tatouages, des choses comme ça. Et non, c'était pas par plaisir. Quand j'ai découvert la neuroscience, tout ça, j'ai compris, enfin petit à petit, j'ai pas compris d'un seul coup, mais petit à petit j'ai compris qu'en fait on se fait pas du mal par plaisir. Il y a personne qui veut se faire du mal par plaisir, ça n'existe pas. Alors, je me demande vraiment si les masochistes, entre guillemets, les gens qui nous souffrent beaucoup, on a plus de facilité du coup à travailler sur nous et à pouvoir rester 10 heures par jour, parce que si vous allez dans un centre, vous allez faire 10 jours, 10 heures. Moi, je fais 11-9, mais ce que je veux dire, c'est rester autant d'heures. Donc forcément, vous avez mal au dos, vous avez mal aux jambes. C'est juste l'horreur, le truc, c'est une torture, quoi. C'est vraiment dur, quoi. C'est difficile. Et quelqu'un, j'allais dire, qui est normal, entre guillemets, qui n'a pas souffert et qui n'a pas, du coup, trop souffert, parce que tout le monde souffre au moins une fois dans sa vie, mais du coup si vous souffrez une fois parce que vos parents sont morts à de vieillesse normalement, ou par vos grands-parents, des choses normales, vous souffrez une fois et voilà, bon, c'est normal, mais si vous souffrez à répétition comme ça, avec des traumas, des trucs, des viols, des machins, des trucs, des histoires chaotiques, bon bah forcément vous souffrez plus que d'autres. Alors on ne dit pas que les autres n'ont pas souffert, tout le monde souffre, mais il y en a qui souffrent moins fréquemment, on va dire. Donc ceux qui souffrent plus fréquemment, à répétition comme ça, avec des trucs bien qui vous mettent bien une bonne claque, on va dire, c'est pas marrant, hein, mais bon, c'est parce que je suis passée par là que je peux en rire. Tout le monde, je ris pour moi, mais parce que c'est tellement fou tout ça que vaut mieux en rire, hein, parce que sinon on va finir à se mettre une balle dans la tête. Donc c'est pas ce qu'on veut, et si on est encore là, c'est qu'on a cet instinct de survie, on s'est pas encore suicidé, donc c'est qu'on doit vivre, et on doit vivre le mieux possible. Donc cette Vipassana là, c'est vraiment la révolution spirituelle, j'allais dire, parce que c'est vraiment un trésor de l'humanité que pas grand monde connaît. Le problème c'est que c'est dur. Donc, il faut être quand même très déterminé à vouloir être heureux, parce que si vous dites comme ça, oui, comme je questionne beaucoup les gens, vous êtes heureux à combien de pourcents? 70, 50, 60, 100, 90, 80? Franchement, j'ai une majorité des gens qui me disent 70.
Je leur dis, il faut être heureux à 100%. Et ce qui vous manque là, c'est 30%, c'est la méditation, reconnexion avec vous-même. Bon, ces gens-là, s'ils sont à 70%, comme ils disent, heureux, et qu'ils ont une vie avec du confort matériel, qu'ils n'ont pas de drame dans leur vie, qu'ils ont de l'argent, qu'ils partent en vacances, tout. Franchement, pour les motiver à qu'une fois par année, ils passent 9 heures ou 10 heures pendant 10 jours, comme ça en mode torture, parce que c'est une torture le truc en fait, mais c'est une torture utile. Alors, c'est-à-dire qu'il faut être hyper déterminé, et en gros, je veux dire que pour être hyper déterminé, c'est qu'il faut qu'on en ait jusque-là de sa vie, donc en mode limite suicide, limite. Moi, c'était comme ça. Quand j'ai commencé ma première vipassana, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que si je ne fais rien, je vais y passer. Je savais que c'était mon frère, il venait de se suicider. Je savais que si mon frère l'avait fait, et que moi, avec le terrain que j'avais, s'il y en avait un des deux qui devait le faire, c'était moi et pas lui. Donc je me suis dit, si lui l'a fait, là je suis finie quoi. Donc je me suis dit, bon, j'avais pas vraiment le choix quoi. Franchement, vu comment je partais en vrille, j'étais vraiment là, je fais quelque chose de ma vie. Donc du coup, j'étais vraiment déterminée et c'est ça qui me donne la force de le faire. Parce que sincèrement, je vous dis, si vous êtes heureux à 70%, je pense pas que vous trouverez la force de le faire. Donc vous resterez heureux à 70%. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est votre vie et que en fait, en gros, si vous avez envie d'être heureux à 100%, vous trouverez la force de le faire, ce truc de vipassana, de méditer comme ça pour pouvoir introspecter et se faire sortir tout à la lumière, l'inconscient collectif de l'humanité, les traumas de nos grands-mères, de nos grands-pères, les trucs inconscients qu'on a oubliés, les mémoires, les machins, les trucs bidules, tous les trucs quoi, ça fait sortir tout quoi. Donc déjà il faut s'accrocher quand même parce que on se prend de bonnes claques. Et là du coup moi la 5e que je viens de faire, bon on penserait que du coup je vais sur cette lancée de full power parce que du coup ça donne un boost de se soigner en fait quand on est tellement dépressif, bipolaire, toujours à vouloir se suicider et qu'on commence à prendre sa vie, à se dire bon allez il faut que je fasse quelque chose et qu'on commence à faire les choses qu'on doit faire, comme je vous ai déjà dit, les choses qu'on doit faire c'est écouter les 4 accords Toltec, c'est manger sainement, faire du yoga, de la méditation, appliquer les affirmations positives, travailler sur le subconscient avant de s'endormir et au moment de se réveiller, et pratiquer la pleine conscience, le Ho'oponopono, je m'excuse, je suis désolée, pardon, merci. Je t'aime, les 4 accords Toltec, faire de son mieux, être impeccable avec sa parole, ne rien penser socialement et ne pas faire de suppositions. Il y a toutes ces petites techniques-là qui sont dans le livre que j'ai fini d'écrire là, encore un jour et c'est demain. Si ça vous intéresse de le voir, je vais le reprendre le livre et je vais résumer toutes les techniques sans relater ma vie. Comme ça, vous aurez un condensé en genre 100 pages, un peu comme les accords Toltec là, mais avec toutes les techniques que moi j'ai utilisées, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a quelques 4, 5, 6 que j'ai mis moi en pratique, et que c'est ça qui me sauve la vie, sincèrement, il n'y a pas... Bon, après c'est ça qui me sauve la vie, c'est pas les techniques en elles-mêmes, c'est le fait d'appliquer les techniques et de les pratiquer, et tout le temps. Pas je fais pas de suppositions et puis un jour je fais des suppositions, alors je me dis bon ça y est j'ai fait des suppositions, alors j'annule tout, c'est pas grave, j'arrête. Non, vous avez fait des suppositions, mais comme vous faites de votre mieux, vous continuez et puis un jour vous n'en ferez plus de suppositions, un jour vous arrêterez de juger, un jour ceci, un jour cela. Donc voilà, alors là c'est ce qui m'est arrivé avec cette vipassana, je la finis et puis vraiment... avant de la commencer, je n'aurais pas imaginé que j'allais me prendre cette claque-là. Je me suis pris une claque parce que déjà, c'est ma première vipassana en tant qu'autiste. Parce que jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais autiste. Donc bon, je crois que ça aussi, c'est la même petite claque. Ça change la vision de la vie quand même. Parce que je suis toujours en mode, comment on va dire, investigation. Je sais que je le suis autiste, bien entendu. Pourquoi je le sais? La unique chose qui me fait être certaine de l'être, c'est le talent génie que j'ai développé avec la musique. Et le fait que j'ai appris l'italien en 4 jours et que maintenant je parle 6 langues et que n'importe quelle langue je pourrais l'apprendre en le temps que je décide de l'apprendre. C'est-à-dire que si je dis en un mois je parle l'allemand, en un mois je vais parler l'allemand. Moi je ne sais pas si demain je vais apprendre l'allemand en un mois, mais si moi j'ai dit je le fais en un mois, je peux vous garantir qu'au bout d'un mois je parle l'allemand.
puisque l'italien, sans même dire qu'en 4 jours j'allais le parler, je l'ai parlé. Alors là, ça c'était quand même un truc de fou. Voilà, là j'ai plus de doute sur le fait que j'ai fait partie de ces... Parce que tous les autistes Asperger et les hauts potentiels, ils n'ont pas tous forcément ce truc facilité dans les arts et la création. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout les autistes. Mais moi du coup, comme je l'ai, là j'ai aucun doute sur le fait de l'être. Mais du coup, j'en suis toujours à tourner en boucle cette question. De me dire, est-ce que je suis devenue autiste? Est-ce que c'est possible de devenir autiste? On va me dire que non. On va me dire que c'est depuis la naissance, c'est tout ça. Bon. Qui c'est qui dit ça? Ce sont ces spécialistes qui n'y connaissent rien, encore une fois, qui sont eux-mêmes autistes et qui pensent qu'ils ne le sont pas. Tous ces gens qui parlent et qui se reconnaissent même pas en ce qu'ils sont. Parce que, sincèrement, si moi je suis autiste, ben vous êtes quoi, vous, alors? Je sais pas, moi. Mais enfin, il y a un moment, je veux dire, c'est quoi être autiste Asperger? En fait, ils nous ont mis une étiquette, là, un truc... ils ont collé une étiquette, et si on y croit, ben, ça peut flinguer une vie, déjà. Et puis, ça peut freiner quelqu'un dans sa réussite, en fait. Donc du coup, cette 5e vipassana là, que je fais en mode je suis autiste, du coup, elle m'a mis une claque quand je l'ai fini, vendredi là. Elle m'a mis une claque au niveau émotionnel où j'ai vraiment dû contrôler toute la vipassana, tous les jours, pendant ces 11 jours. J'ai vraiment dû contrôler de toute façon, c'est ça le but de la vipassana. Vous centrez sur la respiration, après vous faites un scan de votre corps, de chaque partie, et vous sentez les sensations, et vous ne devez pas réagir. Vous devez observer. C'est l'observation, et cette observation passe par la concentration liée à la respiration. Et quand vous avez bien travaillé la respiration, la concentration, là vous passez au scan du corps. Et si par exemple ça vous gratte, vous devez dire tiens ça me gratte, et vous ne devez pas vous gratter, ce qui est hyper dur, parce que je vous assure que des fois le corps il bouge tout seul, vous avez des spasmes, des trucs comme ça. Donc déjà là vous vous rendez compte à quel point vous êtes en mode un peu comme ça, enfin pour moi pas. Je sais pas vous si ça flappe les mains, mais flapping là, ce qu'ils disent pour les autistes. Enfin, moi, je sais que j'ai des trucs un peu comme ça. Ça a tendance à partir facilement. Donc, j'observe. Mais c'est vrai que du coup, on observe des trucs qu'on n'a pas tendance à voir normalement. Donc, c'est ça, en fait, qui est perturbant, entre guillemets. C'est le but de la vipassana. C'est de nous faire sortir à la conscience ce qui est obscur, inconscient. Donc forcément, d'un seul coup, on se rend compte que tiens, j'ai une épaule qui part tout seul et je fais des trucs comme ça. Bon, c'est pas forcément agréable de se rendre compte qu'on a le corps qui bouge comme ça, qu'on ne contrôle pas, parce que normalement, 3 fois par jour, pendant 1 heure, vous ne devez rien bouger de votre corps. Et vous devez être là pendant comme ça, jambes croisées en mode lotus, et vous ne devez pas bouger. Vous ne devez pas bouger, donc du coup, forcément c'est hyper dur. Moi franchement sur les 11 jours, les 3 heures là, bon j'en ai une par jour, ça c'est clair. J'en ai une où que j'arrive vraiment à rester les jambes croisées, oui, mais j'ai toujours un petit doigt qui bouge ou un doigt de pied, ou je sais pas, il y a toujours une partie de mon corps qui bouge. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est pas moi qui l'a fait partir la partie quoi, de mon corps. C'est-à-dire qu'elle est comme en mode TikTok quoi. Donc ça c'est depuis la première vipassana que j'avais remarqué ça. Et ça vous le remarquerez aussi si vous le pratiquez et que vous le faites. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 jours ou comme moi 11 jours, 9 heures chez moi seul, ni d'aller en centre, mais vous pouvez déjà vous mettre à pratiquer cette technique de Anapana. Anapana, je crois que c'est ça. Attendez, Anapana, oui, je crois que c'est Anapana. Ça s'appelle Anapana, c'est la concentration sur la respiration. Donc vous vous concentrez avec la respiration de votre nez. Vous n'êtes pas obligé de faire les 10 jours dans le centre et tout ça, mais vous pouvez déjà vous mettre à pratiquer cette technique et vous mettre en mode tailleur. Et vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure, vous pouvez faire 10 minutes, 5 minutes et rester comme ça, les yeux fermés. Et respirer naturellement. Et
et vous concentrez sur votre nez, là, sur les deux petites narines, et vous concentrez, vous allez voir, votre esprit part et divague dans tous les sens, et vous faites revenir, concentration, je me concentre, toujours en fait, les yeux, là, fermés, concentrés sur la concentration, quoi, sur ici le nez, quoi. Donc ça c'est fait, on n'a pas besoin d'aller en centre pour, mais le truc c'est quand vous le faites 10 jours, 10 heures, bah, vous apprenez vraiment à observer vos sensations, et c'est ce qui permet que après, donc c'est pas en faisant une vipassana, un cours là de 10 jours, 10 heures, c'est pas en faisant ça une fois que ça y est, vous allez la guérir. Non, il faut le faire une fois par an. Et en plus de ça, il faut pratiquer une fois que vous avez fini votre truc de 10 jours, 10 heures. Vous rentrez chez vous, là, vous prenez votre vie habituelle, et après, il faut que vous fassiez 1 heure le matin et 1 heure le soir. Si vous ne faites pas ça, votre vie, elle ne va pas changer. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous resterez la même personne. Vous ne pouvez pas... c'est-à-dire, vous allez souffrir pour rien. Quoi. C'est-à-dire que si vous vous dites, allez, je fais cette expérience de faire ça, c'est une expérience, en gros, c'est pratiquement, j'allais dire, pour la vie entière. Quoi. Donc, c'est ce que je suis en train de me dire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se motiver à faire ça. C'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre en Ukraine. Les neurosciences et les moines bouddhistes et toutes les personnes qui étudient l'impact de la méditation à l'échelle mondiale et globale prouvent scientifiquement que si nous étions 1% de la population à méditer, nous influencerions sur ce 1% fois la population, le racine carrée de la population, ce résultat qui va vous aller arriver, c'est ce qui fait que en faisant ça, vous influencez à l'échelle globale. Donc en fait, si vous prenez une population d'1 million de personnes et que vous faites le 1% de 1 million et la racine carrée de ce résultat-là, ça vous fait quelque chose comme, je crois, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est ridicule, c'est quelque chose comme 20 000 personnes. Donc vous imaginez que s'il y avait 20 000 personnes qui méditaient, ce 1 million de reste autres personnes suivraient le mouvement parce que seulement 20 000 personnes se mettent à la méditation. Mais comme le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire les 20 000 personnes, moi je suis dans le groupe des 20 000, mais on n'arrive pas à faire qu'il y a 20 000 personnes sur 1 million, donc nous sommes 7 milliards. Donc là nous parlons des gens qui peuvent méditer, c'est quand même ceux comme nous là, qui regardons ce genre de vidéos, qui avons accès aux réseaux sociaux, aux informations spirituelles, pas les informations de la télévision, les informations spirituelles qui nous font nous éveiller vers une conscience plus grande. Et qu'est-ce qu'il faut faire individuellement pour impacter à l'échelle globale. Et ils ont fait des recherches et des tests et tout ça, et ils ont sorti ce calcul que c'est 1% de la population. Une population, vous prenez 1% multiplié par la population et la racine carrée de ça, ça vous donne un résultat, et c'est ce résultat-là, ce nombre de personnes, et je vous dis, c'est minime. Donc, ce qui est incroyable, c'est que si vous le faites sur 7 milliards, en fait, en gros, ça voudrait dire que si on était 200 000, quoi. En gros, c'est ça, quoi. En gros, s'il y a 200 000 personnes qui se mettent à méditer, on sauve le monde, quoi. On arrête les guerres, on arrête l'injustice, on arrête la pauvreté, et l'ordre est rétabli. Donc moi, quand j'entends des gens, des scientifiques, des neurosciences, puis là on parle plus de gens qui parlent pour blablater, quoi, qui parlent qui savent pas ce qu'ils disent. Là on parle quand même de la science. Quand c'est la science qui rentre dans le monde spirituel, dans la physique quantique, ça s'appelle, et qui prouve noir sur blanc, écrit, qu'en faisant ça, le résultat, c'est le rééquilibre de l'ordre sur Terre. Et quand je vois qu'il y a la guerre en Ukraine, et quand je vois, franchement, quand je vois les efforts
que je suis en train de faire pour faire partie de ces 200 000 personnes-là, ou je sais pas, je n'ai pas fait le calcul sur 7 milliards, il faudrait que je le fasse d'ailleurs pour pouvoir avoir une parole un peu plus claire. Hein. De toute façon, c'est pas dur à faire. Hein. 1% de 7 milliards et la racine carrée de ça, vous le faites, là, vous allez avoir le résultat. Je ne l'ai pas calculé, mais je vous dis, c'est dérisoire le nombre. C'est dérisoire. Quand je vois les efforts que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, parce que je me dis, au moins, je me sauve moi. Mais moi, tout ça, à la base, là, quand j'ai fait tous ces efforts, c'est parce que j'ai appliqué ce que Gandhi il a dit, soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde. Et je voulais la paix, j'étais en chaos, et je voulais la paix, et j'étais en chaos. Et quand un jour, j'ai impacté dans ma tête, et j'ai compris la phrase de Gandhi qui dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et là, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est ça. Puis j'avais bien entendu, écouter toute la playlist là que j'ai dans la description, de tous ces gens qui parlent de la neuroscience, des gens calés, la bioneurologie, tous les gens qui étudient les hormones. Il y a plein de gens qui parlent. Et il y a des gens, des philosophes. Il y a de tout dans cette playlist. Des gens qui éveillent l'esprit. Donc c'est grâce à eux qu'un jour, j'ai eu le déclic en comprenant la phrase de Gandhi, parce que je pense que j'avais déjà dû la lire, mais c'est la conscience, c'est petit à petit. Généralement, on arrête d'abord la viande, après on arrête le poisson, après on arrête de fumer, après on arrête l'alcool, après on devient complètement vegan. Je ne le suis pas encore, je mange encore du fromage et des œufs. De temps en temps, les œufs, ça fait 6 mois que j'en ai pas mangé et j'en ai pas du tout envie. Du fromage, je vous avouerai que je vais finir par arrêter parce que c'est pareil, ça me dit plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est petit à petit, et donc du coup, il y a un moment, on comprend la phrase de Gandhi qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde, et c'est là qu'on se dit, en effet, si je veux la paix à l'extérieur de moi, il faudrait déjà que je l'ai à l'intérieur de moi, parce que comment je vais pouvoir prétendre à la paix à l'extérieur si moi je suis en guerre avec moi-même? C'est d'une logique, tellement logique, mais c'est tellement logique qu'en fait, ça en est très simple, ça fait la chose très simple, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts apparemment d'être heureux, parce que si on ne fait pas ces efforts-là, on est heureux à 70%, comme le prétendent les gens. Je me demande si c'est vraiment vrai qu'ils sont à 70% heureux, ça, s'ils me le disent. Parce que je pense pas qu'ils se soient beaucoup posé la question. À combien je suis heureux? C'est moi qui leur dis, vous êtes heureux à combien? Puis je leur mets un peu la pression, genre 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vous devez bien savoir quand même. Donc du coup, ils me regardent comme ça, 70. Je leur mets une pression un peu quand même, quoi. Il faut qu'ils se réveillent, quoi. Il y a un moment, il est trop tard pour devenir heureux quand on est sur le lit de la mort, là, et que c'est notre dernier souffle, là, et qu'on n'a que quoi dans notre tête qui nous vient, des regrets de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait cela. C'est ça quand même, moi, je veux faire un check-up neuronal. Oui, parce que si on ne réveille pas, on passe sa vie, soi-disant, à 70% heureux. Et la méditation, là, tout au moins, déjà de méditer quotidiennement, si vous êtes à 70%, petit à petit, vous allez faire 75, 80, 85, je pense. Hein. Moi, je crois aux neurosciences, et pour l'expérimenter pour moi, m'être guéri de tout. Alors, je ne suis pas guérie à 100%, hein, parce que du coup, là, j'ai fini la Vipassana. Et je me suis pris une bonne claque. J'ai eu une phase dépressive samedi, dimanche. Mais alors, comparé à avant, déjà, mes crises bipolaires, ça a duré 6 mois. Internement, phase maniaque, tout le truc, suicide et tout le truc, comportement addictif, machin et bidule. Là, ça n'a plus rien à voir. Bien sûr, j'ai arrêté les toxiques, tout. Donc, du coup, je suis dans une vie beaucoup plus saine. La phase dépressive, en fait, là, je me suis observée juste après la Vipassana. Et ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas fait de Vipassana et que j'avais jamais médité de ma vie, sincèrement, je pense que je me suicidais là, juste avant en fait. Je pense vraiment, hein. Je pense que quand j'aurais appris la guerre en Ukraine, je pense que ça m'aurait fait vriller direct.
je n'aurais pas, alors excusez-moi de rire, c'est pas du tout rigolo, mais moi je ris de toute la folie en fait, hein, donc du coup c'est la guerre en Ukraine, non c'est pas du tout marrant, hein, vraiment pas. Vraiment pas, hein. De toute façon si je ris pas là je vais pleurer, d'ailleurs j'ai déjà pleuré, hein, et je pleure, et d'ailleurs là si vous me demandez de pleurer je vais pleurer parce que je trouve ça tellement terrible que ce soit la guerre en Ukraine. Donc bien sûr des fois j'ai quand même ces rires qui sortent parce que c'est la folie qui me fait rire, mais c'est-à-dire si j'avais pas la méditation je souffrirais tout le temps encore de ce monde là dans lequel nous vivons, parce que du coup quand après vous vous soignez là, que vous appliquez ce que Gandhi dit, et vous faites tous ces efforts et que finalement vous trouvez la paix intérieure, plus ou moins, je suis à 85-90% sur mon chemin, ou 80, je sais pas, 85, je continue. Là, j'ai quand même... c'est-à-dire que déjà, je pense que je pourrais mourir demain dans le sens au niveau d'avoir expérimenté tout ce que j'avais dû expérimenter. Là, maintenant, ce qui me reste à expérimenter, c'est l'illumination. Au niveau du bonheur, oui, je gravite encore un petit peu, mais cette gravitation-là, que je fais monter encore le bonheur, il y a un moment, je serai à l'illumination, en fait. Je vais y arriver, hein, puisque c'est ce que je cherche. De toute façon, ils disent qu'il ne faut pas chercher parce qu'on ne l'aura pas, mais moi, je vous dis qu'il faut chercher, hein, parce que si vous ne cherchez pas, vous ne l'aurez pas non plus. Dans tous les cas, donc il faut bien chercher et essayer de l'avoir que pas chercher du tout et même pas connaître que ça existe, en fait. Donc... ouais, c'est la guerre en Ukraine, et il n'y a pas grand monde qui a l'air... moi personnellement, je pense qu'à ça. Et je regarde pas les informations. C'est-à-dire que c'est dans ma tête, je suis connectée avec le truc, quoi. Alors, moi, 10 fois par jour, j'ai mon alarme à ma montre, là, qui sonne toutes les heures 15, 22, 15, 9h15, 10h15, 11h15, midi 15, 13h15, 14h15, 16h15, j'en ai 10 parce que je ne peux pas en faire plus, c'est limité à 10 alarmes. Et tous les 15 de chaque heure, j'envoie ma lumière pour établir l'ordre sur Terre. Je fais mes prières, mes invocations, là, mes trucs. Je me soigne moi-même, je fais tout pour atteindre la paix, j'applique ce que Gandhi dit. Et puis il y a la guerre en Ukraine. Donc moi je fais partie de ces 200 000 personnes qui méditons. Enfin, je fais partie de ces 200 000 personnes que nous devrions être à méditer pour que ça impacte sur l'échelle globale selon la preuve scientifique de 1% de la population à la racine carrée de ce résultat. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas 200 000 et il y a la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous dit de vous joindre au mouvement d'introspection personnelle et d'être le changement que vous voulez voir dans ce monde, parce que si vous attendez qu'il y ait la paix dans le monde, on va pas avoir la paix là s'il y a personne qui fait la paix avec soi-même. S'il y a personne qui se met à méditer à un nombre suffisant, les gars là, on va l'avoir en pleine tête nous aussi la guerre, et on aura planté la petite graine et on va récolter uniquement ce qu'on mérite. Moi personnellement, je peux vous garantir qu'au niveau de ma préparation full mind power, en mode biocop, alors biocop, alimentation saine et biocop full power, là les petits bonhommes jaunes, verts, je suis en train de marcener béton, histoire que quand la guerre m'arrive en pleine tête, j'ai de quoi, par exemple, pouvoir ne pas manger pendant 1 mois et me nourrir du prana, ça s'appelle, c'est la connexion divine, parce que j'aurai autant médité que je serai préparée à qu'il y ait quelque chose éventuel qui se passe. Tout est possible. Ne parlons pas de malheur, mais au cas où, personnellement, je m'y prépare. Alors, je m'y prépare et en même temps, je participe à la paix dans le monde, puisque je fais partie de ces 200 000 personnes que nous devrions être.
Voilà. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Et la seule chose que je peux faire, bah, c'est continuer ces vidéos là que je suis en train de faire. La claque que je me suis pris après la Vipassana, bah, c'était de voir tous mes défauts. Ben, ça, je le savais déjà que j'avais plein de défauts. Hein. C'est pour ça que je fais des Vipassana et que c'est pour ça que je médite, pour éradiquer tous ces défauts et garder que la lumière et retirer toutes ces graines là qu'on m'a plantées, parce que j'ai plein de graines qui sont pas forcément les miennes. La graine de la perversion narcissique, du sadisme, la graine de l'autoritaire dictature, la graine de l'agression. J'ai des sales graines, quoi. Donc, bien entendu, quand je les fais monter à la conscience, je ne les arrose plus et elles deviennent de plus en plus, elles sont en train de se rétrécir, quoi. Comme ça, puis un jour, elles vont disparaître. J'espère, définitivement. En attendant, je continue de ne pas les arroser. Selon le livre de, je vais vous montrer, Thich Nhat Hanh, pour une métamorphose de l'esprit. Alors Thich Nhat Hanh, il est mort il n'y a pas longtemps, il est décédé. J'ai pleuré quand j'ai su qu'il était mort, parce qu'il fait partie de ces gens qui sauvent le monde. Donc c'est un livre qui était chez moi, dans ma maison, que j'ai récupéré et que je lis. Je ne sais pas si les personnes qui étaient à mon domicile, qui l'ont lu, auront le même impact, ce livre aura le même impact qu'il a sur moi, mais moi, chaque parole de ce livre, déjà parce qu'il est mort, Thich Nhat Hanh, quand je lis chaque phrase, c'est comme si c'était lui qui me parlait, en fait. C'est-à-dire que c'est sa voix, j'entends sa voix et tout. C'est-à-dire qu'il lit le livre, c'est pas moi qui le lis, il me le lit. Vous imaginez quelle chance j'ai. Je suis avec Thich Nhat Hanh, il est avec moi, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment avec moi, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et voilà, donc Thich Nhat Hanh, il parle de ces graines qu'on reçoit. Excusez-moi, je suis émue. Et j'ai envie de pleurer. Parce que je suis hyper sensible et que je me dis qu'il y a des gens comme ça qui meurent et que ils vont finir par tous mourir. Tous les gens bien, là, qui prêchent la paix dans le monde et qui disent ce qu'il faut faire. Il restera que leurs écrits. Et nous, on est leurs successeurs. Et je me demande vraiment si on va leur succéder, en fait. Moi, j'en fais partie, hein, de ces successeurs. Hein, ça, c'est clair. Ces successeurs, pardon. C'est clair et net. Mais après, le problème, c'est que si on ne me donne pas la crédibilité dans ma parole, parce que moi, je fais que répéter ce que tout le monde dit, hein, et si on ne me donne pas le soutien à partager, par exemple, les œuvres comme Thich Nhat Hanh, alors je ne suis pas encore Thich Nhat Hanh, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne m'aide pas, bon, c'est pas grave, hein, je suis successeur pour moi. Je me sauve déjà moi-même dans l'histoire. Et après, de toute façon, les écrits sont là. Le livre, il a été écrit, je l'ai écrit, il est sur YouTube en mode audio, tout ça, tac. Il fait partie de ces trésors de l'humanité, le livre que j'ai écrit. Sincèrement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Si vous l'écoutez, vous verrez, vous entendrez, vous serez touché et vous changerez votre vie. J'en suis convaincue. C'est un trésor super. Comment on dit, qui a beaucoup de pouvoir, tout comme ce livre, parce que la parole a beaucoup de pouvoir. Et donc du coup, quand moi je lis, là je suis au 8e chapitre et qu'il dit ça, qu'on a des graines dans notre conscience du tréfonds et que si on les arrose, elles prennent de l'ampleur. Donc c'est à nous de ne pas arroser les graines, les mauvaises graines. Et donc du coup, pour pas les arroser, il faut se rendre compte qu'on les a aussi. Et il dit aussi ça, que parfois ces graines, elles sont donc endormies et il y a un événement qui va nous les faire ressortir, et ça à n'importe quel âge. Et c'est parfait en fait pour nous travailler sur tout en fait. Donc voilà, mais il faut commencer le travail, quoi. Si on ne travaille pas intérieurement là, le futur il va pas être
ne vous espérez pas à mieux, quoi. Je sais pas ce que vous rêvez là, hein. Je sais pas du tout ce que vous rêvez, donc la seule chose que vous puissiez espérer mieux, c'est vous-même, quoi, votre centralisation. Et ça, si vous ne travaillez pas et que vous ne méditez pas, je suis désolée, et que si vous ne faites pas de yoga et que vous continuez de manger toxique et que vous ne prenez pas une prise de conscience à participer à ce changement global et collectif, sincèrement, le futur ne va pas s'améliorer, hein, à l'échelle extérieure. Parce que si personne ne fait rien intérieurement, c'est juste logique. Ce monde, il est que le reflet de qui on est, en fait. C'est juste ça. Alors, ce qui est chiant dans l'histoire, excusez-moi du mot, je ne sais pas trop comment je pourrais dire, ce qui est frustrant, voilà, parce que je ne veux plus dire de gros mots. Chiant, c'est pas vraiment un gros mot, mais c'est pas très joli. Ça vibre pas cosmique. Moi, je suis très cosmique. Donc, ouais, c'est frustrant. Enfin, c'est frustrant, mais du coup, comme je travaille avec la Vipassana et la méditation, du coup, la frustration, elle baisse, mais elle reste quand même là, hein. La frustration de se dire de faire autant d'efforts pour participer à son changement et voir qu'il n'y a pas assez de gens qui font d'efforts et que du coup, il y a la guerre en Ukraine, quoi. Voilà. Bon, j'ai plus grand chose à dire, hein. Voilà, j'ai juste partagé ma claque de la 5e Vipassana qui m'a fait vraiment me montrer mes pires traits il m'a fallu 2 jours pour encore digérer parce que je les ai bien vus déjà les traits avant et puis me les reprendre. Ça, je m'attendais pas à voir encore de nouveau tout le pire de ma personnalité dans ces 11 jours là. Je m'attendais à ça y est que j'allais m'illuminer, mais non, c'est pas encore maintenant. C'est pas grave, je continue les efforts et sincèrement je vous dis, si j'avais pas la Vipassana, que j'avais pas fait autant de méditation, je me serais déjà suicidée là. Non, j'entends les voix qui sont au loin et qui me disent c'est maintenant qu'il faut que tu te suicides, mais comme elles viennent plus elles peuvent plus m'atteindre en fait. Je suis trop dans la pleine conscience pour que les voix viennent et que je m'identifie à ces voix-là. Et donc du coup, quand j'ai fini la Vipassana, je me regardais dans le miroir et j'avais les voix qui venaient et qui me disaient « Regarde comme t'es moche, qu'est-ce que t'es moche ?» Je me voyais moche, quoi. Je me voyais moche, je me voyais garçon, je me voyais pas femme, pas garçon, ni femme, ni garçon, ni femme, ni garçon, ni femme. J'arrivais pas à voir ce que j'étais, je me voyais moche, je sais pas comment le dire, je me voyais moche, je me voyais stupide, moins que rien, qui réussit rien, qui foire tout. La loose. J'ai vu la loose totale, mais je savais que c'était mon esprit malin qui était en train de me faire son... Attention, je suis toujours là, voyons, on va te tester pour voir si tu réagis ou pas. Et du coup, je me regardais dans le miroir comme ça et je prenais tout, hein. Je me prenais une claque parce que je venais de me taper 11 jours à 9 heures par jour. Et que là, je me regarde dans le miroir et au lieu d'être fière et wouhou, j'ai fait le challenge, et ben non, je me prends une claque, regarde comme t'es moche, regarde ta tête, ta tronche, t'as pas de cheveux, t'as ceci, t'as cela, et bon, ouais, wesh, en mode, en gros, c'était presque ça. En mode le devil là qui venait me titiller, c'était pas très cool, franchement, c'était pas très cool. Et je me regardais et je prenais tout et j'acceptais tout en me disant, je suis consciente de toutes ces voix qui viennent me titiller. Et comme je fais de mon mieux et que j'applique cet accord Toltec qui est de faire de son mieux, et que je venais de faire 11 jours à 9 heures par jour, je respirais et je me regardais en me trouvant moche. Mais je me disais, ça va passer, parce que ça ne peut que passer. Ça ne peut que passer. Je peux pas m'identifier à ça, quoi. J'ai pas le droit, je fais trop d'efforts. Je suis obligée de devoir me trouver belle et lumineuse et resplendissante parce que c'est mon droit de naissance, comme à vous tous. Ça me donne envie de pleurer parce qu'il y a tellement de gens qui écoutent leur mental, qui se trouvent moches, à plus vouloir vivre. C'est juste tellement horrible. Notre droit de naissance, c'est de nous aimer
et de n'avoir que ça en tête, de nous aimer et de répandre le bonheur autour de nous. Mais on doit se soigner. Tout le temps que vous vous soignez pas, me faites pas croire que quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez beau. Je vous crois pas et vous mentez et vous mentez à vous-même et vous me mentez à moi. Mais moi je vous crois pas. Hein. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes à 70%, 60, 80. Moi les larmes qui me coulent là, c'est des larmes de compassion pour tous les gens qui n'ont pas encore fait cette décision de se dire « Allez, je me mets au boulot, je remue tout ce qui doit se remuer !» Parce qu'il faut le remuer. Si on ne le remue pas, c'est pas possible, quoi. Ça reste enfoui en nous. Et du coup, on a ce brouhaha mental qui nous fait que quand on se regarde dans le miroir, on peut pas se voir, quoi. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'avoir des faux amis autour de nous, de la compagnie, des diversions, des activités, de l'alcool, des drogues, parce qu'on s'encaisse pas en lumière, quoi. Exactement, on ne peut pas s'encaisser quoi en facette parce qu'on ne sait pas regarder et qu'on veut paraître je suis le meilleur, je suis normal alors qu'on a plein de défauts, mais c'est normal qu'on ait plein de défauts, on nous a fait avoir plein de défauts, on nous a planté des graines, notre éducation et tout, le système et tout a fait qu'on est détruit quoi, on est dévasté quoi, la même chose qu'ils sont en train de faire en Ukraine, ils nous le font à nous et nous on se croit chanceux de dire qu'il n'y a pas la guerre en France. Mais on a la guerre interne, alors on n'a peut-être pas la guerre en France. Mais franchement, quand je vois l'état de nos cœurs, si vous croyez que vous êtes en paix et l'état de votre esprit, excusez-moi, mais c'est une guerre mentale, c'est pareil. Hein. Donc voilà, j'espère que... sur ces belles paroles ces belles paroles de je ne sais pas si c'est des belles paroles mais ça semble être une réalité, tout au moins moi maintenant que les 2 jours sont passés et que du coup mon esprit a tenté son intrusion et qu'il est vite parti là, mon mental, parce qu'il a compris qu'il avait plus d'influence sur moi, le full power est revenu. Alors là je suis en mode c'est-à-dire que voilà quoi, il faut le vivre et ça pour le vivre il faut le travailler et si vous le travaillez pas vous n'aurez jamais ce wouhou, il faut l'avoir quoi. Si on n'a pas au moins une fois ce wouhou dans la vie, c'est quand même dommage. Et c'est dommage qu'il faille sauter en parachute ou en saut à l'élastique de 300 mètres pour pouvoir avoir un wouhou. C'est quand même bien de pouvoir avoir un wouhou en étant sur son lit pendant qu'il y a la guerre en Ukraine. Voilà. On est ultra chanceux quand même. Hein. Quand même. Hein. Donc pour ceux qui l'auraient oublié, focalisez là-dessus. Et puis appliquez ce que Gandhi dit et soyez le changement que vous voulez voir opérer dans le monde. À part ça, j'ai pas grand chose à dire parce que tout part de là. On est le changement et tout le temps qu'on sera en chaos mental avec ces comme ça du passé et de l'anxiété, des traumatismes du passé et de l'anxiété du futur et qu'on veut rien voir, qu'on préfère être dans le déni et ne rien voir et je préfère pas travailler sur moi et non, j'ai une vie normale et je suis heureux à 70% soi-disant. Eh bien, préparons-nous, hein, parce que moi je vous garantis pas le futur à l'extérieur. Par contre, je me garantis moi-même de comment je vais l'affronter, ce qu'ils vont essayer de me faire affronter. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre dans le futur là, mais moi je me prépare à que, quoi qu'il se passe, je suis un Bouddha. C'est ce que je veux être. Et c'est ce que je suis en train de devenir par le pouvoir abracadabra de ma pensée, du travail de mon subconscient et de mon travail quotidien, de mes vipassanas annuels et de mes 1 heure de méditation chaque matin, de mes 1 heure de méditation chaque soir, de mes heures de pratique de yoga, de mon alimentation saine et de tout ce que tout le monde dit qu'il faut faire pour être heureux et que je mets en application et que ça marche. Voilà. J'espère que je vous ai motivé à commencer le petit marathon spirituel. Voilà. Allez,
j'arrête la vidéo parce que j'ai plus grand chose à dire. Puis après, je vais parler pour faire du blabla inutile. Enfin, je pense pas que ça sera inutile, mais du blabla. Et normalement, je suis en silence et je fais plus de blabla. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, prenez soin de vous. Allez, salut.